Vous voulez nous laisser une minute? Je vais attendre près de l'entrée. D'accord. Vous voudriez peut-être m'apprendre mon boulot, non? Mais vous savez ce qui s'est passé ici. Je sais parfaitement ce qui s'est passé ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer nos gueules. Vous voulez dire ça aux types de la presse? Allez-y. Ils vont en faire des héros de ces gars-là. Et on aura un truc comme ça par semaine. C'est ça que vous voulez? Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il me faut. Ah non, de Dieu, bordel de merde. Ah, tu m'entailles. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je commence à en avoir jusqu'ici. On en est à 40 meurtres par jour dans nos rues. Il y a plus de 2 millions d'armes illégales dans cette ville, les mecs. Il y a de quoi envahir un pays avec cet armement. Ils tirent sur les flics de cette ville comme sur des soldats de plomb. Alors merde. Vous prenez tous le métro, non? Combien de temps allons-nous supporter qu'on nous agresse? Combien de verrous allons-nous mettre à nos portes? Nous n'avons plus de police, ni de procureur, ni de tribunal, ni de prison. Je veux dire que tout ça, c'est fini. Il y a 2 poids et 2 mesures. Maintenant, on est une statistique. Alors moi, je vous dis, quand on n'ose plus descendre acheter un paquet de cigarettes le soir, parce qu'on sait que la rue appartient aux loupards et aux voyous dès que la nuit tombe, et que les autorités ne peuvent pas nous protéger, voilà ce que je vous dis, les mecs. Vous avez une obligation morale, le droit de préserver vous-même vos vies. Vous pouvez fuir, vous pouvez vous cacher, ou essayer de vivre à nouveau comme des hommes. C'est notre Waterloo, mes amis. Si vous voulez retrouver votre ville, il faut la prendre. Compris? La prendre! Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission de Canal B, nécrophile de Canal B, avec bien entendu notre hippie de droite préféré, le docteur Moreau. Bonjour. Salut Antonin, les kids. Qui vous propose aujourd'hui une émission spéciale en 2 parties autour du Vigilante Movie, en 2 parties, une première américaine, une seconde française. Alors j'entends déjà les gens nous reprocher de pas parler de Shohei Imamura ou de films suédois. Et ben tant pis. Il y a des très bons vigilantes iraniens. Il y a des très voilà. Tant pis pour vous en fait. Et puis tant qu'à y aller, on peut aussi dire que finalement il y a que 2 fascistes. Qu'on va entendre que 2 fascistes dans cette émission, c'est bien nous. Voilà, on a décidé de parler de ce genre de film. On va revenir déjà tout de suite, de toute façon, sur ce que c'est un peu ce Vigilante Movie, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis on mentionnera justement certains films complètement étrangers au cinéma américain ou français dont on parlera pas. Ça sera la seule partie catalogue de cette émission. Le Vigilante Movie, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça? C'est évidemment un terme américain. On va revenir un peu sur l'histoire aussi. Bah oui, sûrement. Ouais. Qui, contrairement à ce qu'on peut penser, ne veut pas dire autodéfense ni même justicier, puisque ça a une connotation totalement offensive, vigilante en fait.
Contrairement justement au justicier qui serait une sorte de héros, ou l'autodéfense qui, comme son nom l'indique, serait juste de la défense. Le vigilante, lui, va lui-même prendre les armes, et la traduction la plus juste serait peut-être justice expéditive finalement. Tout ça vient d'ailleurs d'un livre, le seul que j'ai pu lire sur le sujet, que je conseille, qui est très sympathique et qui est une bonne introduction à ce genre très particulier. Et c'est un livre de Fatih Bediar, qui s'appelle Tolérance Zéro, la justice. Scénariste aussi, hein. La Scénariste justice du Colt 45 de Fabrice Duvelt. Voilà, Tolérance Zéro, la justice expéditive au cinéma, qui est le seul livre que j'ai lu à ce sujet, et je crois pas qu'il y en ait beaucoup d'autres, surtout en France, qui est abordé vraiment ça. Et c'est un bouquin qui est assez bien foutu, qui revient justement sur tout l'historique du genre, et puis qui mentionne certains films qui sont très difficiles à voir en France, et justement on causera de certains dans ces deux émissions, que ce soit des films américains ou français, hein. On parlera de films français dont moi-même je n'avais jamais entendu parler avant qu'Antonien les mentionne, et ce pourquoi d'ailleurs on fait aussi cette émission, hein, de façon un peu gratuite, parce que voilà, il y a peu de temps on parlait par exemple de Michael Winner, dont on va reparler puisque c'est le réalisateur d'Un justicier dans la ville, de Charles Bronson, qui a vraiment popularisé dans les années 70 le vigilante en milieu urbain, mais le vigilante date de la naissance du cinéma même, à peu près, puisqu'on peut dire que le premier vigilante movie était Naissance d'une nation de Griffiths, qui mettait en héros les gens du Ku Klux Klan, qui était vraiment montré en héros, hein. C'était pas un film critique sur le Ku Klux Klan, Naissance d'une nation. Que c'est un des films les plus importants de l'histoire du cinéma. Voilà. Celui qui a établi le langage cinématographique. Voilà. Et ben c'est aussi un film du coup qui mettait en héros ces gens du KKK. Putain. Non mais faudrait que je le voie, hein. Je vois quand même Naissance d'une nation. Je n'ai jamais vu Naissance d'une nation, en tout cas pas en entier, j'ai vu des bouts. Mais là ça me donne presque envie finalement. Parce que le vigilante, c'est pas uniquement un homme seul qui va prendre les armes, c'est souvent ça. Et justement, comme je disais, un justicier dans la ville, c'est justement l'homme seul qui va prendre les armes, qui va passer outre la justice pour voilà. Mais on peut aussi parler de milice. Alors du coup, le cinéma américain, c'est pour ça qu'on va commencer avec le cinéma américain. C'est vraiment fait la part belle sur le vigilante dès Naissance d'une nation. Surtout avec évidemment le western qui parle beaucoup, qui utilise beaucoup le vigilante, même si souvent ils ont d'autres noms. Et si les milices par exemple du western ne s'appellent pas milices, c'est les posse. Il y a beaucoup de films sur ces groupes de gens qui vont prendre les armes pour aller traquer des voyous, alors que c'est pas du tout. C'est absolument de toute façon inhérent à l'histoire de l'Amérique, voilà, vu que ça, le vigilante explore les liens entre la justice et la légalité. Et on sait qu'aux États-Unis, forcément, au début, l'État est plus ou moins absent, ou en tout cas leurs représentants ne sont pas sur tout le territoire. Et donc, au bout d'un moment, voilà, pour que justice soit faite, ce n'était pas forcément les représentants de la loi qui la faisaient respecter. Et voilà, en tout cas, le vigilante va explorer un peu ces différences-là. On peut dire aussi que même actuellement, hein, finalement, les films de super-héros. Ah, je comptais venir après quelque sur part l'évolution du. Et voilà, c'est pour vraiment le mettre dans un cadre thématique, c'est vraiment les liens entre la justice et la légalité et la loi, en sachant voilà, la légalité peut créer des injustices et l'illégalité de la justice, et surtout le tout peut faire un bon truc bien facho. Alors on va essayer d'éviter le terme fasciste à tort et à travers, parce qu'on est d'accord que s'il y a des fascistes ici, c'est nous. Je comptais évidemment revenir sur l'évolution, parce qu'aujourd'hui on va surtout parler de films des années 70, parce que c'est ce que je trouve le plus intéressant. Mais évidemment le vigilante movie a une grosse évolution, et aujourd'hui dans le cinéma de super-héros, alors pas tous les films de super-héros, mais beaucoup de films de super-héros, notamment The Dark Knight par exemple, remettent un peu au goût du jour le vigilante, mais sous une autre forme. Mais c'est comme le western, voilà, ça reste du vigilante movie. On parle d'un genre, on essaie de le définir, mais finalement on va pas mal en sortir aujourd'hui, parce que déjà c'est pas très drôle de mettre les films dans des cases, ou les gens dans des cases, hein, ça c'est un truc à la Vincent Delerme, nous on fait pas ça. Et justement, on va quand même, il y a des films dont on ne va pas parler qui restent malgré tout parmi mes films préférés et qui pourraient rentrer clairement là-dedans. Savoir que vigilante, il y a beaucoup de sous-genres à ce genre justement, notamment le revenge movie, donc le film de vengeance, le rape and revenge, hein, les femmes qui se font violer et puis qui vont après se venger, le home invasion.
ces gens qui sont chez eux et qui vont défendre leur maison. Alors tous ces films-là ont souvent beaucoup de points communs avec le Vigilante Movie. Ça se croise très très souvent tous ces genres-là. Et dans tous ces films-là, il y a beaucoup de films que moi j'adore. Alors ça pourrait être un débat, on l'a presque eu avant cette émission, de savoir si ou pas c'était des films de Vigilante Movie. Mais moi maintenant, je mettrais des films comme par exemple Taxi Driver ou Les Chiens de paille, entre autres. Hein, il y en a beaucoup d'autres qui sont des films que je trouve merveilleux, qui remettent vraiment en question justement comment un individu seul ou même en groupe d'ailleurs va devoir se défendre, et souvent la meilleure défense c'est l'attaque. Donc du coup ça rentre dans le cas du Vigilante Movie. T'es en train de te dévoiler là, mon Étienne. Non, mais il y a des films non américains et non français dont on ne parlera pas, et je pense notamment moi aux 7 samouraïs qui rentrent pour moi totalement là-dedans, puisque c'est l'histoire d'un groupe de paysans qui vont engager une milice, des mercenaires, mais qui vont créer une milice pour défendre leur territoire, et qui va évidemment irriguer énormément le western américain. Il y a aussi La Source de Bergman dont on ne parlera pas, qui est un peu plus problématique, puisque La Source, donc ce film qui inspire La Dernière Maison sur la gauche, raconte l'histoire d'une jeune femme qui se fait violer et massacrer par des bandits sur la route. On est au Moyen-Âge, et les bandits qui ont tué et massacré cette femme vont se réfugier dans une maison, sans savoir que c'est la maison du papa de la jeune fille, qui, quand il va découvrir qu'ils ont fait du mal à sa fille, va évidemment leur massacrer la gueule. Et c'est Max von Sydow qui leur massacre la gueule, et c'est extraordinaire. Et alors pourquoi ça rentre pas dans le Vigilante, j'en sais rien. Si ça rentre pas dans le Vigilante, à mon avis, parce que c'est des films déjà historiques et qui sont donc antérieur, qui se passe à une époque antérieure à l'idée de l'État-providence, en fait. Et le Vigilante, pour que ça soit vraiment valide en tant que genre, c'est que ça met en crise l'État-providence. C'est-à-dire, à partir du moment où l'État n'assure pas ses fonctions régaliennes de protection des citoyens, ça peut donner lieu à des personnes qui vont faire les vigilantes. On est d'accord. Au-delà de ça, il y a encore un film ou deux dont on ne parlera pas, mais que j'aurais bien aimé mentionner tout de suite. Notamment un qui, moi, m'a vachement botté, en fait, et c'est un réalisateur allemand, mais c'est un film américain, mais ça rentre pas trop dedans. C'est Fury de Fritz Lang avec Spencer Tracy, que j'ai trouvé absolument extraordinaire, qui est un film assez important pour d'autres raisons que le Vigilante Movie, parce que c'est le premier qui, en gros, utilisait non pas la vidéo, mais une projection pendant un procès, une projection d'un film pendant un procès, pour essayer de démontrer. Alors c'est un truc qui intéresse beaucoup, je crois, Torren notamment, parce que ça annonce déjà beaucoup de choses sur le meurtre de Kennedy. Voilà. Et c'est un film qui est vraiment merveilleux. En gros, c'est l'histoire d'un bonhomme qui traverse un bout de pays aux États-Unis pour aller se marier, qui sur la route se fait agresser, tout le bordel, qui est laissé pour mort, et qui va lui se faire vraiment passer pour mort et utiliser son état d'homme mort pour finalement se venger de tous ses assaillants, qui pourtant ont été arrêtés, mais il va laisser croire qu'il est mort justement pour qu'il se fasse vraiment qu'ils aillent se faire couper la tête, quoi. Le film est absolument exceptionnel, et Fritz Lang, c'est un truc qu'il a souvent, voilà, la justice et comment un individu va essayer de rendre un peu plus loin justice avec lui-même. M. le Maudit, par exemple, déjà, c'est quelque exactement. chose qui peut avoir des liens, où tout un peuple, voilà, en Allemagne va, et surtout la mafia pour le coup, va se mettre en tête de résoudre un crime et de choper un criminel, un tueur d'enfants. Un tueur d'enfants, un bonhomme qui a commis quelque chose d'abominable. Donc voilà, c'est Peter Lorre, c'est un tueur d'enfants, c'est abominable, mais t'as cette foule qui décide de rendre justice elle-même, et du coup Fritz Lang pose la question d'accord, mais vous, à partir du moment où vous vous mettez dans cette position-là de punir cet homme, est-ce que vous valez mieux que lui finalement? Et ça, c'est la question centrale du Vigilante. C'est exactement quand ça. Il est bien fait. Voilà, on va revenir là-dessus aussi, parce que le Vigilante, dans les meilleures conditions justement, va mettre le spectateur déjà dans une certaine position de se questionner par rapport à ce qu'il est en train de vivre, et voilà, parce que en général, je comptais y revenir, on va revenir plutôt après d'ailleurs, sur vraiment les bases du Vigilante, comment ça fonctionne un scénario de Vigilante Movie, mais en tout cas les bons Vigilante Movie, oui, doivent questionner le spectateur sur le plaisir
et sur sa capacité à s'identifier justement au personnage de Vigilante en fait. C'est ce qu'il y a de plus intéressant quand c'est réussi, et on sait très bien que depuis longtemps et dans la plupart des Vigilante movies, ça 95% est à chier. Les super de droite, voilà. Facho. Mais on va pas forcément parler de tout cela. Avant de parler de deux films en particulier qui sont peut-être les seuls vrais Vigilante movies en fait de ces deux émissions, à savoir Vigilante de William Lustig qui date de 82 ou 83 et Le Justicier dans la ville de Michael Winner qui lui date de 73. On va justement écouter deux petits extraits du Vigilante de William Lustig, qui a au moins pour lui justement de nous offrir des extraits merveilleux. On a entendu un juste avant d'ailleurs. C'est à la fois la qualité du film parce que pour nous ça nous arrange, et c'est aussi souvent ses défauts, à savoir justement d'un peu trop expliciter. C'est un petit peu une notule Wikipédia qui disent que c'est Vigilante. C'est ça, mais du coup ça va nous être très utile pour démarrer tout ça. On écoute justement des petits extraits de Vigilante de William Lustig et on se retrouve juste après. Aussi belle vue d'ici. Et parce que d'ici, tu ne vois pas toute la merde des gosses de 10 ans qui refilent des paquets de cam dans les rues ou qui vendent leur cul dans les parkings souterrains. Moi, quand j'étais gosse, on pouvait dormir les fenêtres ouvertes. Je me demande où est passé ce temps-là. Nous l'avons laissé nous échapper, Eddie. Et maintenant que nous voulons le retrouver, nous devons en payer le prix. Tout ça donne envie de dégueuler. Eh ben, tu vois, mon vieux. Tu y arrives. Quand on règle la situation soi-même, on se sent beaucoup mieux après. Mais nous avons un système de loi, nous avons une justice. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Un système. Un système, mes couilles. Qu'est-ce qu'il fabrique, ton système? Qui il protège? Ces salopards dans les rues ou non? Un jour, une bande de petits salopards est venue voir mon père chez lui. Ils l'ont tellement tabassé qu'il est resté des mois sans pouvoir faire un pas ou pisser tout seul. Tu sais où ils sont maintenant, ces salauds? Lâchés, dans les rues. Alors je me pose la question. Qu'est-ce qui se passera si un jour des loupards débarquent dans ma maison? Qu'est-ce que ma vie vaudra? Voilà pourquoi j'ai ça, Eddie. Tu penses que c'est la solution? C'est mon juge et mes jurés. Et si jamais tu me fais quelque chose qui me plaît pas, qu'est-ce qui arrivera? Ou si j'aime pas la façon dont se coiffe un mec? Et bientôt, la rue sera envahie par des connards qui ne penseront plus qu'à se buter la gueule. Et si jamais je fais ça, dis-moi ce qui me différencie de ces salopards. Eddie, cette réponse, tu seras forcé de la trouver tout seul, mon vieux. Mes voisins, ils ont tous vu ce qui s'est passé, ils ont pas bougé le petit doigt. Fais pas d'illusions, ce sont des victimes et ne bougent plus le petit doigt depuis longtemps. On est tous des victimes, et alors? Tu ne veux pas voir les choses en face, hein, mon vieux. Tu préfères t'enfuir. Alors vas-y. Et puis après toi, ce sera Burke, Ramon, peut-être même moi. Mais je vais te dire une chose. Tôt ou tard, on ne trouvera plus d'endroit pour se cacher. Qu'est-ce qu'on fera alors, hein? On grimpera au sommet d'une montagne, là où c'est tranquille? Non. Quand ils auront fini de changer les villes en faux sapurins, comment peux-tu être sûr qu'ils ne retrouveront pas ta montagne parce qu'ils la voudront, elle aussi? La guerre est dans la rue. On ne pourra plus jamais en voir la fin. Ils veulent tout le monde, mais d'abord c'est toi qu'ils veulent. C'est la maison que tu abandonnes. Si tout le monde fait pareil, nous n'aurons plus rien. Il faut te battre, Eddie. Il faut te battre. Voilà, c'est donc des extraits de Vigilante de William Lustig. Avant de parler de ce film-là, juste un petit mot quand même sur la base du Vigilante et Le Justicier dans la ville de Michael Winner qui est de 73 les pose bien, même si ça a déjà été utilisé dans d'autres films avant sûrement, mais celui-ci a vraiment popularisé certains codes qu'on retrouvera notamment dans Mad Max et dans beaucoup de films après qui réutilisent ces codes-là, qui sont très très cons hein, et qui peuvent donner lieu, comme on le disait, à beaucoup de merde. On a affaire à un personnage qui en général est non violent, hein. Il y croit pas à la violence, il est même carrément de gauche.
C'est le cas de Charles Bronson, Paul Kersey dans le personnage donc d'un justicier qui est adapté d'un roman. Donc ce personnage voilà va très bien. Il a même une vie de famille, forcément c'est la famille merveilleuse, ils sont heureux, il y a aucun problème dans cette famille. Et puis évidemment des jeunes loupards, c'est souvent ça, vont massacrer, violer ou faire une connerie à cette famille. Ce personnage qui ne croyait absolument pas à la violence va tout d'abord se rapprocher des autorités pour essayer de laisser la police et la justice faire leur travail. Mais évidemment pour souvent des raisons très différentes, ça dépend un peu du regard du metteur en scène. La justice ne pourra pas faire son travail, ou ne voudra pas faire son travail, ou tout ça. Dans les films, il y a à chaque fois des choses différentes, ou ne trouveront pas les coupables. Enfin, il y a toujours des raisons très différentes. Du coup, ce personnage va être obligé d'aller choper un flingue et de chercher à faire justice lui-même. Et là, du coup, il va passer directement de juge à bourreau. Et moi, je voudrais faire une petite aparté pour réinscrire le genre de vigilante qui a connu vraiment. Là, tu disais, ouais, le justicier dans la ville, c'est 73, et ça se pose quand même dans l'histoire du film noir, du film policier, dans toute, non pas une tradition, mais qui est comme une sorte d'aboutissement logique de ce qui s'est passé dans le film policier durant les années 70. C'est qu'à un moment, on a quand même eu pas mal de films policiers où on avait des flics à incarnation de la loi, voilà, qui n'étaient pas trop entravés dans l'exercice de la justice. Et puis les grands succès, films importants esthétiquement et économiquement de l'époque, ça a été après des films comme French Connection, Dirty Harry, ou en 71, c'est vraiment juste avant. Auparavant, vraiment des films qui d'un coup mettaient en scène des flics qui, pour exercer leur métier, étaient obligés d'entraver la loi. Ça vient d'une évolution même de la société, et notamment de l'apparition de la loi Miranda, par exemple. La loi Miranda qui à la fin des années 60, justement, oblige grosso modo à un policier à informer un suspect ou avant de l'arrêter de ses droits constitutionnels, de plein de choses comme ça. Ça arrive à la fin des années 60. C'est vraiment une évolution de la société qui fait que justement le polar, le film noir, le film policier en fait évolue même. Ouais, c'est une évolution de la société au niveau législatif, oui. Évidemment, et c'est aussi une évolution de société au niveau culturel, dans le sens où ça correspond. Enfin, ces films de policiers, Dirty Harry, French Connection et tout ça, s'inscrivent vraiment dans le cinéma des années 70, qui est un cinéma de la mise en crise de la croyance dans les autorités. Et évidemment, là, le vigilanté, en tout cas les Dirty Harry et compagnie, sont vraiment, voilà, pour montrer que c'est une crise de la croyance qu'on peut avoir dans des institutions supposées réguler le social, l'économie et tout ça. Là, maintenant, tout ce qui est de l'ordre de l'autorité a jadis très peu mis en cause, maintenant est remis en cause. Et le vigilanté est une sorte de radicalisation de ça. Si l'État ne peut plus rien pour nous parce qu'ils sont tous corrompus, ça vient évidemment du Watergate et compagnie, finalement, voilà, on va se substituer à l'État pour exercer la justice. Et c'est exactement ça. Normalement, pour ça que normalement le vigilanté prend vraiment en compte la partie vraiment juridique d'un fait divers en fait. D'ailleurs, ce qui est intéressant, je pensais commencer là-dessus vraiment pour un justicier dans la ville, c'est que normalement le film devait être réalisé par Sidney Lumet, et on sait très bien que Sidney Lumet, ce qui l'intéresse justement, c'est le dysfonctionnement judiciaire, c'est la corruption beaucoup, et justement le film devait s'inscrire dans sa série de films en fait sur la corruption policière et sur l'incapacité de la justice à faire son travail. Que Serpico, Un prince dans la ville, Prince de New York. Justement, il a abandonné le projet pour faire Serpico. Il a abandonné le projet parce qu'il était pas du tout content en fait du scénario. Donc c'est l'adaptation d'un livre que je n'ai pas lu et qui a donné lieu à des suites d'ailleurs. Maintenant que c'est Brian Garfield, je crois, qui a écrit le bouquin, et il a aussi écrit des suites qui a priori étaient très intéressantes, que je n'ai pas lu. Alors c'est pareil, donc je parlais tout à l'heure du livre sur la tolérance zéro. L'auteur revient justement sur la suite qui a été directe, qui a été écrite à Un justicier dans la ville, qui a soi-disant été adapté au cinéma par James Wan pour Death Sentence avec Kevin Bacon, un film que par ailleurs j'aime bien, mais qui a priori n'a rien à voir avec le livre en question, puisqu'il s'agissait de montrer justement ce personnage de Paul Kersey, Charles Bronson, interprété par Charles Bronson en tout cas, qui en fait avait créé beaucoup d'émules.
Et il y avait la ville de New York était anéantie de vigilantes et lui-même devenait complètement paranoïaque, était convaincu qu'il allait être la cible des vigilantes justement. Alors il y a rien de tout ça dans Death Sentence de James Wan, mais j'en reparlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Le thème qu'on retrouve du coup dans Magnum Force, qui est la suite de voilà, l'inspecteur Harry. C'est ça. Dans le film de James Wan, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le personnage devient fou. Mais en tout cas, Sidney Lumet devait faire ce film. Il n'était pas du tout content du scénario, donc il a laissé tomber ce film, qui a été récupéré par. Il jugeait le scénario beaucoup trop simpliste finalement, en fait, beaucoup trop limité sur les questions que ça posait. Et c'est vrai que en termes de questions, le film est très limité, mais c'est peut-être justement ce qui fait un peu son intérêt, c'est qu'il est, je le trouve extrêmement ambigu et très très malaisant. Moi, Injustice dans la ville, c'est ce qui me. Enfin voilà, quand j'ai recommencé à le regarder dernièrement, ça me met mal à l'aise. Ça me met vraiment mal à l'aise, et je pense que c'est très efficace pour ça. Et contrairement à Vigilante, il rentre pas trop dans le peu de dialogue vraiment explicatif ou qui remettent en théorie la question du vigilantisme sont assez limités finalement dans le film, quoi. Et on a affaire à vraiment un personnage qui sombre et qui est entraîné dans un engrenage justement de violence absolue, et qui alors même que finalement il ne retrouve jamais les assaillants, les assassins de sa femme. Ouais. C'est ça qui est terrifiant dans le film. En tout cas, lui ça l'intéressait pas, et du coup il a laissé tomber ce projet, qui a été repris avec beaucoup de plaisir par Winner et Charles Bronson, et Dino De Laurentiis, qui eux du coup vous voyez justement un film très efficace à faire là-dedans et qui pourrait très bien fonctionner. Et le film a vraiment popularisé du coup ce vigilante urbain, parce qu'avant, comme je le disais, donc il y avait beaucoup de westerns. On parlera tout à l'heure de L'Homme au colt d'or qui était présent dans le coffret dont on nous a fait cadeau, et qui est un film que moi j'aime beaucoup malgré tous ses défauts, mais que j'aime beaucoup, et ça l'a vraiment popularisé, et ça a donné lieu à 2 ou 3 suites, et puis beaucoup d'enfants dégueulasses qui sont pour le coup particulièrement nuls. Faut savoir que Michael Winner du coup après ce film-là a enchaîné les échecs, et que dans les années 80 quand Charles Bronson est venu le voir pour lui dire bon allez on en refait un autre, on y va franchement sur du pognon, bah il a fait ok quoi, il avait besoin de ça, et puis à côté il pouvait écrire ses critiques culinaires, donc il était très content. En tout cas, le fait est que moi, Injustice dans la ville, c'est un film donc non seulement qui pose, enfin c'est pas qui pose des bases, mais en tout cas, il les a vraiment popularisés, et là, elles sont limpides, si tu veux. Voilà, dans Injustice dans la ville, les bases sont limpides. Par contre, il y a beaucoup d'ambiguïté vraiment dans le film qui moi me plaisent beaucoup et qui font la qualité de ce genre de film, qui a évidemment été qualifié de fasciste, de nazi, mais comme l'inspecteur Harry, comme beaucoup d'autres films, évidemment t'en prends plein la gueule quand tu fais un truc comme ça. Mais quand tu le regardes aujourd'hui, et j'invite tout le monde à revoir ce film qui souffre évidemment d'une réputation comme les premiers Rambo ou d'autres films de ce genre dégueulasses, à cause de ces suites qu'on vraiment juste utilisé une surface ou un élément ou justement cette base pour en faire n'importe quoi. Non, celui-là est, moi je pense, beaucoup plus malaisant, beaucoup plus ambigu que les gens ne veulent bien le croire, même si c'est pas le chef-d'œuvre absolu, c'est pas du ciné Lumet justement, mais il y a vraiment quelque chose là-dedans, et notamment dans le parcours de ce personnage, même si il est présenté voilà de façon très simpliste, voilà, non je suis de gauche, nanana, ah oui non je vais prendre des armes, il y a des trucs très simplistes là-dedans, mais finalement dans son parcours, il y a pas que la sécheresse, parce que ça suffirait pas justement. Le dernier plan du film, moi par exemple, me fait mal quoi. Le dernier plan du film me fait vraiment mal. Ouais, non, mais il y a ça, mais je pense que c'est la différence entre Un justicier dans la ville et ses suites, c'est juste que Un justicier dans la ville, le premier, il y a pas non plus une jouissance totale aux actes violents à laquelle va se livrer le personnage quand il veut exercer la justice, quoi. Non, mais tu retrouves. Il va y avoir d'un coup, on sent que ça a créé une icône, on sent que ça a recréé, créé Charles Bronson, voilà, le bonhomme qui dézingue des gens, procédé qui va être radicalisé et complètement, iconisé un maximum pour, exploiter ce truc de catharsis pour le spectateur qui veut, que quelqu'un sur l'écran accomplisse ce que lui peut pas accomplir dans la réalité. Voilà, il y a ça, mais alors que là, il y a cette sécheresse qui fait que un spectateur
lecteur, on va dire plutôt de gauche ou pas forcément très client de ce genre de comportement, puisse se dire oh là là, ouais, c'est quand même zarbi. Même s'il y a aucun moment dans le scénario, il va y avoir une sorte de retour de bâton, si ce n'est que voilà, il va y avoir la police qui va finalement avaliser un petit peu ses actes, se dire bon, bah finalement ce bonhomme-là, il fait ce que nous on peut pas faire, donc on le laisse courir. Sauf que c'est montré comme clairement quelqu'un qui va devenir, enfin pour moi, enfin quand je vois quelqu'un qui prend juste un plaisir inouï à accomplir des actes meurtriers, qui est assouvi un désir de violence. Oui, voilà, il assouvit un désir de violence. C'est vraiment, il y a une dimension hyper méta dans le film et très intelligente là-dessus, intelligente pas forcément en termes qualitatifs, hein, c'est-à-dire que il y a vraiment une volonté de se poser dans une histoire, hein, avec des références au western. À un moment, il se casse au Texas, il rencontre quelqu'un qui lui montre, voilà, qui lui donne un flingue, qui lui dit bah nous on a l'esprit pionnier. Lui il se pose des questions sur qu'est-ce que c'est être américain, si on a plus l'esprit pionnier, on devient quoi, on devient des couilles molles, voilà. Et du coup il se dit bon bah voilà, ma façon de m'en sortir, j'ai perdu ma fille est un légume, ma femme est morte, et ben je vais m'accomplir dans bah voilà en redevenant un Américain primaire qui est dans une zone sauvage qui serait cette jungle urbaine. Alors là où le film est évidemment hyper limite, c'est dans sa peinture apocalyptique de la ville, hein. Comme beaucoup d'autres films, comme Vigilante de Willy Lustig, voilà, où le méchant est vraiment méchant. On est dans une époque, c'est surtout ancré, que ça soit Vigilante ou un justicier dans la ville, c'est à New York. On sait que New York, dans les années 70-80, c'était une ville évidemment avec beaucoup de criminalité, mais le portrait qu'il fait des criminels est absolument délirant. Enfin voilà, quand je parle de sécheresse, là, je m'inscris en fou, hein. Voilà, c'est que le portrait des criminels, c'est vraiment les bonhommes sont voilà, il y a une forme anxiogène sur lequel le film joue constamment de voilà l'insécurité galopante de nos rues, et on va montrer des gens qui sont complètement foufous, décadents, limite vraiment avec des signes, une identité de genre un peu floutée, on sait pas trop, voilà, mais vraiment des mecs complètement sadiques, qui fait que voilà on joue sur la fibre de l'insécurité. Mais justement, alors on joue là-dessus, mais en même temps c'est important pour n'importe quel film de Vigilante de bien montrer que le méchant est vraiment méchant et qui mérite en fait une punition. Alors on sait pas encore laquelle, mais en tout cas il mérite une punition, c'est une évidence. C'est la facilité du genre. Ah oui, complètement. C'est un film qui s'inscrit, qui n'est pas du tout dans une logique sociale de déterminisme. Non, lui il s'en fout, il va donner aucune excuse. Non. Bonhomme, mais par contre, si tu voles un œuf, tu voles un bœuf, donc je préfère te donner un gros coup de shotgun dans la gueule d'avant. Après la question du châtiment, c'est autre chose encore. Mais par contre, la question il faut une punition, ça c'est une évidence, et ça c'est un truc que t'as déjà énormément dans le western, les personnages de Clint Eastwood, c'est ça aussi. Il faut une punition pour le crime. Le crime après parfois ça peut être n'importe quoi, et c'est des questions qui sont posées justement dans beaucoup de films. C'est après qui fixe les limites de tel ou tel crime en fait. Voilà, l'idée c'est quand même de montrer un moment dans ces films là aussi. Bon, c'est bien, t'as décidé de punir, mais qui t'es pour décider de punir finalement. Par contre, c'est important pour le spectateur. Voilà. Question qu'ils vont arrêter de poser dans les suites, par exemple. Oui, voilà, c'est le gros problème. Tu tires, voilà. Mais c'est important pour le spectateur de bien cerner en fait le méchant, qu'on puisse nous reconnaître par exemple des gens dans la vie de courante qu'on aura envie de punir aussi, parce qu'ils se poussent pas sur le trottoir, parce que ils sont trop collés trop près de nous dans une file d'attente, n'importe quoi. Des gens qu'on a envie de punir, on a constamment. Tu te lèves le matin, t'as envie de punir quelqu'un, c'est normal. Et le film, moi, m'a été très très utile dans ma prime jeunesse. Ça m'a évité, je pense, énormément d'aller sortir une arme quelconque, pas forcément une arme à feu, mais une arme quelconque, et d'aller faire du mal à beaucoup de gens. Et je pense que c'est un film qui a été des films qui ont été très utiles pour beaucoup de gens, parce que justement c'est la catharsis dans le Vigilante movie, je pense, fonctionne à son plein. Dans le cinéma moderne, je pense que c'est le genre qui permet le plus à la catharsis de son efficacité, vraiment. Justement parce que donc le méchant est vraiment déterminé dans la plupart du temps, hein, mis à part pour des films problématiques comme Taxi Driver par exemple, où là ça te remet en question vachement sur ton envie de punition du méchant, hein, parce que le personnage lui-même est taré, vraiment taré, et puis il va punir des gens, tu te dis ouais mais d'accord, mis à part sur le final, mais bref, le fait est qu'en tout cas le spectateur a une vraie facilité à s'identifier et à avoir envie d'accompagner ce méchant de ce gentil héros, mais c'est vrai que c'est un méchant, mais d'accompagner ce héros et de punir les autres.
comme on en voudrait le faire dans la vie quotidienne. Et ce qui est vraiment chouette, justement, ce qu'on disait, c'est qu'en général, dans les bons vigilantes, il y a un retournement de situation. Sur la fin, d'accord, t'as puni quelqu'un, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et en général, et c'est le cas par exemple d'un Justicier dans la ville et de Vigilante, dont on a très peu parlé, et dans les autres films dont on parlera, c'est que à partir du moment où tu t'es lancé dans une course comme ça pour faire ton justicier, ton soi-disant justicier, hein, parce que justement la question de la justice se pose là-dedans. Ben voilà, qu'est-ce que t'es devenu, et est-ce que tu peux t'arrêter, et est-ce que t'y prends pas goût? C'est la question exacte aussi que poseront les westerns comme L'Homme au colt d'or, comme voilà, comme tous les films dont on va causer. C'est que voilà. Déjà, qui es-tu pour décider que telle ou telle personne doit être punie? Est-ce que toi, tu devrais pas être puni aussi? Et puis toi, ton plaisir en tant que spectateur de voir tout ça se passer, de voir des gens se défourailler, est-ce que tu trouves ça normal finalement? Voilà. Et en même temps, ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. C'est que ça fonctionne, ça te soulage en tant que spectateur. Vraiment, et en même temps ça te fait te poser des questions. C'est ça qui est merveilleux. C'est que moi ça me soulage pas, hein. Mais bien sûr que si, ça te soulage, évidemment. Mais aujourd'hui, moi non plus, aujourd'hui ça me soulage beaucoup moins. Il en faudrait un peu plus, je pense, et je suis beaucoup plus intéressé par des films comme Les Chiens de paille par exemple, où là juste tu te poses des questions. Je sais qu'enfant, le western, les westerns que j'ai pu découvrir, qui utilisaient vraiment ce personnage-là, ou certains films de Vigilante, comme justement Justicier dans la ville, oui, c'est des films qui moi m'ont fait beaucoup de bien. Et j'avais envie non pas d'être Charles Bronson, j'ai jamais eu envie d'être Charles Bronson. Par contre, Clint Eastwood, dans Pale Rider, dans L'Homme des Hautes Plaines, qui sont vraiment pour le coup des purs Vigilante, et même dans la trilogie de Sergio Leone, on a affaire à des personnages de quasiment de Vigilante, parce que le bonhomme décide si oui ou non quelqu'un va mourir, c'est lui-même qui fixe son propre ordre dans un monde sans loi. Ce sont clairement des vigilantes, et t'as envie enfant d'être ce bonhomme qui est finalement un peu maître du monde, parce que c'est toi qui fixes les règles. C'est ça aussi le vigilante, c'est l'homme qui fixe ses propres règles. Et le film de Lustig, dont on a entendu des extraits, pose ces questions-là aussi. Alors le film est un peu lourdingue, on va en parler quand même rapidement, parce qu'il est beaucoup trop explicatif, parce qu'il est un peu plan-plan. Et Lustig, moi, c'est un bonhomme que j'aime beaucoup, qui a fait notamment Maniac et Maniac Cop, et Maniac Cop 2, qui est encore mieux d'ailleurs, qui sont vraiment des films assez fascinants. C'est un cinéaste de films d'horreur, et d'ailleurs le Vigilante vraiment s'inscrit dans un cinéma d'horreur, où les méchants sont présentés comme des monstres tout droit sortis d'un film d'horreur urbain. Ouais, c'est une vision apocalyptique, ouais. Voilà, il s'inscrit vraiment là-dedans, il cherche pas à faire dans le réaliste, William Lustig. Et là il va opposer un personnage seul face à une troupe de vigilantes, qui, voilà, la police ne fait pas son travail, bah eux en tant que citoyens de leur quartier, ça part en couille, et ben ils s'unissent, et puis ils vont traquer les dealers qui vendent de la drogue aux petits enfants de 5 ans, et puis aux méchants loupards qui vont violer des vieilles de 80 ans. Et voilà, c'est la police fait pas son travail, eux ils vont le faire parce qu'ils sont costauds, parce que ils ont des battes de baseball, et ben ils vont leur tabasser la gueule. Et voilà, ils opposent ça avec ce bonhomme qui est clairement le personnage de Charles Bronson dans Un Justicier, à savoir une vie de famille heureuse, et puis son enfant se fait exploser le crâne par un fusil à pompe dans sa salle de la bain. meilleure scène du film. C'est exceptionnel de voir ce grand méchant noir d'un gang qui regarde un enfant de 5 ans avec son fusil à pompe et qui lui explose le crâne. En souriant, il prend du plaisir. Et il en a rien à foutre de vivre ou de mourir. C'est vraiment le méchant absolu. C'est Michael Myers, quoi. Ouais, et envie de le passer au Karcher. Hein. Et voilà, notre héros, lui, parce qu'il a agressé le juge qui a laissé repartir le tueur. Enfin, il a agressé le juge. Encore, il a dit au juge: mais vous êtes fous, c'est pas bien ce que vous faites. Ah ouais, t'es pas content, 2 mois en tôle. Alors que le tueur de son fils sort, quoi. Et ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est une scène absolument géniale. C'est génial. Et du coup, il va aller en tôle, quoi. Ou en tôle, on va essayer de le violer, tout le bordel. Voilà. Par des noirs. Par des noirs. Ouais, mais il se fait sauver par un noir. Ça, c'est important. Sinon, c'est pas un film raciste. Tu peux dire tout ce que tu veux de Vigilante, mais c'est pas un film raciste. Et voilà, en sortant de tôle, du coup, il a qu'une seule idée en tête. Il fend la foule, c'est d'aller retrouver les tueurs de son fils et de les flinguer. Et ce qui est merveilleux, c'est moi, parce que je sais que toi, t'as des reproches à faire sur le film et je les comprends tout à fait. Moi, ce qui me fascine dans Vigilante, c'est la dernière séquence du film,
qui est pour moi très importante et qui met toute la balance dans le sujet et dans son traitement, c'est quand justement la dernière scène du film, alors que sa femme vient de le plaquer et il est détruit, il vient de se venger, il a réussi à se venger, mais il s'est vengé d'un bonhomme qui s'en foutait de vivre ou de mourir. Le type a perdu les pédales de toute façon, c'est une évidence. Il est devenu fou et il va aller tuer du coup le juge lui-même. Alors que le juge était pas corrompu, c'est peut-être un con justement, c'est peut-être un type qui a une autre idée de la justice, mais voilà. Et le fait est que le film se termine sur lui qui tue le juge et ça s'arrête là-dessus de façon très très brutale. Et toi, en tant que spectateur, t'es face justement à ce personnage que tu comprends pourquoi il veut se venger. T'es dans un film américain, dans un western urbain justement. C'est les codes du western, c'est normal de tirer. De toute façon, tout le monde se tire dessus dans les films américains, c'est normal. Par contre, là, du coup, il pose une autre question finalement avec ce final, et moi, ça m'intéresse. Ça. Ouais, moi, j'ai la principale chose que j'ai à reprocher à Vigilante, c'est que c'est plutôt mal mis en scène, quoi. Enfin, c'est en fait la différence, parce qu'il y a vraiment, on peut vraiment comparer les deux. Et c'est vrai que il y en a un, Justicier dans la ville, il a toutes les qualités d'une série B, et l'autre, c'est un film d'exploitation. Il en reprend majoritairement tous les ingrédients d'un Justicier dans la ville, qu'il exploite de façon, voilà. William Lustig, même s'il a pu être assez efficace dans différentes réalisations, là, je le trouve très mou du genou. Si ce n'est dans la scène du massacre de la famille, où je trouve que là, il y a de la bonne gestion de hors-champ, voilà, on sent qu'il crée de la tension, il arrive par le montage à créer quelque chose, sinon, tu dis, c'est hyper mou. Bon, moi, du coup, je me suis tapé les deux quasiment coup sur coup. C'est vrai qu'il y a un Justicier dans la ville. Pour le coup, une des qualités grandes qui alimente toute la malaisance du film, qui est clairement dans son discours vraiment très orienté, vraiment dans quelque chose très à droite, le truc c'est que c'est hyper, il y a une efficacité de série B qui fait que c'est incroyable. Ça fait partie des genres de films comme dans les séries B américaines d'origine, où tu regardes ton compteur du film, au bout de 8 minutes tu dis mais putain, il s'est passé tout ça, oui, il a eu sa famille, il s'est posé la condition sociale, tu sais qui c'est le bonhomme, tu sais ce que c'est, tu sais tout, 8 minutes, la famille est morte, voilà, toujours 8 minutes, et voilà, ça y est, 8 minutes, il s'est tout passé. Alors évidemment, ce n'est qu'à base d'images chromo, voilà, mais il y a une économie dans la dispense d'informations pour le spectateur qui fait que c'est redoutable d'efficacité. Et ce qui fait que voilà, t'es embarqué, voilà, il y a un récit qui est assez haletant, qui va très vite, non pas voilà dans une sorte de hachage ou je sais pas quoi, très vite dans voilà les informations, ça va directement à l'essentiel, l'information est donnée, on passe à autre chose, machin. Il y a quelque chose qui est comme ça de l'ordre de la série B dans ce qu'elle a de meilleur. Et ce qui fait que voilà, on est embarqué avec le bonhomme, et que quand on peut avoir une conscience à se dire voilà, ces bonhommes-là sont quand même super limites, voilà, on est embarqué, puis on est en conflit avec nous-mêmes en se disant oh là là, putain, c'est vraiment dégueulasse ce qu'il fait, mais voilà, le film arrive à t'embarquer. Ça peut me faire penser parfois à ce que peut arriver à faire Verhoeven parfois, t'arriver à t'embarquer dans un récit parce qu'il est hyper fort, c'est un très bon raconteur d'histoire, et au bout d'un moment, dans n'importe quel Verhoeven, tu dis enfin là, quand même, c'est un peu limite ce que je regarde. Si tu regardes Starship Troopers, tu dis ouais, c'est un peu limite, je m'identifie parce que c'est hyper efficace, mais c'est limite. Là, il y a un peu de ça là-dedans, même si évidemment Winner n'est pas Verhoeven. Winner, c'est clairement quelqu'un qui a un pervers complètement cynique. Il a un vrai plaisir à mettre dos à dos les gauchistes avec les mecs, la frange la plus conservatrice de la société, et il y a quelque chose les séquences qui est de l'ordre. Sont terribles, et dans le 2 c'est encore pire, parce qu'il commence son 2 avec une scène de viol aussi, la bonne de Charles Bronson du coup quoi, et du coup il le fait durer encore plus longtemps quoi. Tu sens qu'il prend un vrai plaisir à filmer des séquences de viol et d'agression. Dans le 2, je crois qu'ils sont 6 à lui passer dessus quoi. À tour de rôle, la scène est super longue quoi. Ils sont 6 bonhommes à violer la bonne. C'est terrifiant, c'est absolu, c'est horrible. Là pour le coup, c'est vraiment dégueulasse. Mais le film enfin, Justicier dans la ville, ça faut voir cette chose qui est quand même, qui perd pas de son pouvoir de fascination, quoi. Alors, justement, on va écouter des extraits pas mal d'Injustice dans la ville, parce qu'il va falloir qu'on parle d'autre chose. On va écouter des extraits avec la musique de Lalo Schifrin qu'il avait faite pour Magnum Force de Ted Post, écrit par John Milius et Michael Cimino, et puis donc des extraits de ce film de Michael Winner. Et juste après, on parlera d'une petite curiosité quand même de cinéma américain, de 74 aussi, Sunday in the Country.
Tu veux savoir ce qui s'est passé ici pendant que ta femme et toi meniez une existence de rêve sous le soleil hawaïen? Ouais, non. Nous avons eu 15 meurtres la première semaine. Et 21 la deuxième dans cette ville pourrie. C'est beaucoup. Tu vas voir que bientôt les honnêtes gens vont devoir travailler ici et habiter ailleurs. Par honnêtes gens, tu entends ceux qui ont les moyens d'aller habiter ailleurs, sans doute. Ah ouais, bon Dieu, on le sait que tu es un sentimental avec le cœur à gauche. Si mon cœur penche dans une direction, c'est du côté des pauvres, des mal lotis. Tes mal lotis sont en train de tabasser, de détrousser, de massacrer les gens dans la rue. C'est ça, il me faudrait les foutre dans des camps de concentration. C'est dur. Ce soir, le mystérieux justicier a encore défrayé la chronique. Il y a un peu plus de 2 heures, 2 hommes ont été abattus dans un couloir du métro sur la ligne 8. L'un d'eux a été tué sur le coup. Le deuxième a réussi à atteindre la rue avant de s'écrouler. Il est mort peu de temps après, à l'hôpital. Les actes du justicier, aussi illégaux qu'ils puissent être, semblent avoir suscité chez certains une nouvelle attitude face à la criminalité dans la ville. Au lieu de se laisser assommer et dévaliser sans réagir, certaines personnes ont décidé de riposter. J'ai ici avec moi Madame Alma Lee Brown, qui aujourd'hui a réussi à se défendre vaillamment contre 2 braqueurs en se servant d'une arme originale. Madame Brown, voulez-vous nous dire comment vous avez réussi à mettre en fuite vos agresseurs? Avec une épingle à chapeau. Vous avez déjà vu une épingle à chapeau? Une épingle... Oh, non, je ne savais pas que ça se portait encore. Mais oui que ça se porte, sinon le chapeau il tient pas. Et j'ai pas les moyens de me payer un revolver comme ce justicier. Mais des chapeaux, Dieu merci, j'en ai. Alors ces salopards de braqueurs devront se méfier avant de m'attaquer. Parce que j'ai déjà été dévalisé plusieurs fois et maintenant j'en ai marre. Une équipe d'ouvriers travaillant sur ce gratte-ciel a effectué aujourd'hui ce qu'on peut appeler une arrestation civique. Et voici les faits tels que nous les a rapportés le contremaître Andrew McCabe. Eh ben voilà, moi et mes hommes ont travaillé au sol lorsqu'un soudeur qui travaillait à l'étage nous a alerté en criant « Il y a un braquage les gars !» Alors on est sortis tous et on a rattrapé un type qui détalait comme un lapin. On lui a un peu frotté les oreilles jusqu'à l'arrivée de la police. Mais à l'hôpital, on a déclaré que l'homme a eu 2 bras cassés, la mâchoire fracturée et 3 côtes fêlées. Sans blague, ça alors, le pauvre a dû faire une mauvaise chute. Tu sais, si nous avions eu l'intelligence d'inviter la campagne, tout ça ne serait peut-être pas arrivé. On serait allé travailler en ville, et maman et Carole nous auraient tranquillement attendus à la maison. Tu songes toujours à partir, hein, foutre le camp? Que faire d'autre? Tu oublies le vieux réflexe de nos ancêtres, le réflexe de légitime défense. Puisque la police est incapable de nous défendre, il faut le faire soi-même. On n'est plus à l'âge héroïque des pionniers. Nous sommes quoi, alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Si nous avons cessé d'être des pionniers, qu'est-ce que nous sommes devenus? Comment peut-on qualifier des êtres humains confrontés à la violence et qui ne sont capables de réagir qu'en prenant la fuite? Mais ils sont civilisés. Non.
C'était donc des extraits d'un Justicier dans la ville de Michael Winner et puis ce morceau de Lalo Schifrin pour Magnum Force. Très rapidement, avant de parler de L'homme au colt d'or de Edouard Dmytryk qui sort de notre coffret Sidonis qu'on a eu pour notre anniversaire, un petit mot quand même que je voulais dire sur un film que j'ai eu assez de mal à trouver et dans une qualité vraiment caca. C'est le moins qu'on puisse dire et c'est la seule qui est disponible à ce jour a priori. Il est sorti en DVD en Angleterre, je crois, et aux États-Unis, mais dans la même copie toute pourrie qui est vraiment, ça vient d'une VHS ripée, ça c'est dégueulasse. Et c'est A Sunday in the Country qu'on trouve notamment sous le titre Vengeance is Mine, ce qui peut amener à confondre avec le film de Showa Imamura qui est très très chouette d'ailleurs, dont on n'a pas parlé non plus, mais c'est un film de 74 de John Trent, un inconnu au bataillon qui a fait beaucoup de téléfilms, avec Ernest Borgnine, l'un des plus grands acteurs américains du monde, qui a d'ailleurs entre parenthèses écrit une biographie qui n'a toujours pas été traduite et qui pourtant a l'un des plus beaux titres du monde, I don't want to set the world on fire, I just want to keep my nuts warm. Je veux pas foutre le feu au monde, je veux juste garder mes couilles au chaud. Et bref, avec Ernest Borgnine donc qui est tout droit sorti de la Horde sauvage et qui joue un grand-père dans une ferme dans la campagne américaine, un bigot total, qui reçoit chez lui sa petite fille. Alors sa fille est partie, sa femme est partie, on sait pas trop pourquoi, c'est un type très gentil qui va à l'église tous les dimanches matin et passe par là 3 braqueurs de banque dont un gros taré qui vont du coup essayer d'aller se réfugier chez lui. Alors quand tu lis la description du film, tu penses que ça va être un type qui va essayer de défendre sa maison pendant 1h30 et non, très très vite, au bout de 20 minutes, une demi-heure en fait, les 3 bonhommes débarquent chez lui et Borgnine les accueille avec son fusil de chasse. Il défonce l'un des bonhommes, le premier bonhomme qui veut rentrer, il l'explose, la scène est très violente et les 2 hommes, il les maîtrise tout de suite. Alors tu dis une demi-heure est passée, qu'est-ce qui va se passer pendant la prochaine heure quoi. Et en fait Borgnine, lui, il a en tête alors que la police est présente, elle fait des rondes, tout le monde est sur le qui-vive pour arrêter les bonhommes. Lui, il est convaincu que s'ils sont arrêtés, dans 2 mois ils seront relâchés, ça servira à rien, ils auront rien appris. Alors il faut leur apprendre. Et là on se retrouve dans 30 ans avant dans The Woman de Lucky Mackie, il les accroche avec des chaînes dans sa cave en disant on va falloir leur apprendre un peu qu'ils soient vraiment punis et comme ça ils recommenceront pas quoi. Le problème c'est que sa petite fille, elle, est complètement contre son comportement, donc elle va pendant 1 heure aussi essayer de s'enfuir pour essayer de prévenir la police en fait que voilà les 2 survivants sont présents dans la ferme de son grand-père et qu'il faut venir les arrêter. Et lui non, il veut pas en démordre. Et il reste très calme, c'est ça qui est assez flippant dans le film. Il reste très calme pendant tout le temps sur ses positions, en disant non mais t'inquiète pas ma petite fille, je gère complètement la situation, laisse-moi faire. Et puis ils vont apprendre, c'est tout, c'est simple la vie. Voilà, moi je suis là, je suis dans ma ferme, je travaille. Il faut qu'ils apprennent aussi quoi. On va pas braquer des banques, on va travailler. C'est ça comme ça qu'on gagne notre vie. Voilà, moi je vais les punir et puis comme ça ils comprendront quoi. Et donc voilà, ce film est assez fascinant. Alors le problème c'est que je l'ai vu, comme je l'ai dit, dans une copie complètement dégueulasse en pan and scan, un truc plein écran, alors que normalement c'est du Panavision filmé à la campagne. Je suis sûr que la copie d'origine est très chouette en plus, mais voilà, là j'ai regardé pour me faire une vraie idée parce que j'étais très curieux de voir enfin ce film. Et j'étais vraiment surpris. Alors évidemment c'est raté et puis c'est souvent filmé un peu n'importe comment, mais à côté de ça c'est capable d'une vraie brutalité, de vrais risques entre guillemets dans l'histoire même et dans ce personnage où on apprend qu'évidemment si sa fille s'est barrée, c'est pas pour rien, c'est que c'est vraiment un gros taré de réac, mais qui est toujours très cool. T'as envie que ce soit ton grand-père presque à des moments. C'est ça qui est problématique dans le film aussi, tu vois Borgnine qui dit j'ai envie que ce soit mon grand-père, il est cool, mais non, c'est un vrai taré en fait. En fait ça va annoncer le film dont on parlera dans la seconde émission, La Horse avec Jean Gabin. Mais c'est pour ça aussi que je voulais le voir, parce que évidemment on parlait de polar urbain et là on se retrouve justement, alors il y a un côté chien de paille, la maison isolée à la campagne, comment défendre son territoire, il y a vraiment de ça, et c'est le cas de Jean Gabin dans La Horse dont on parlera dans la deuxième émission. Là il y a de ça, mais le film va beaucoup plus loin puisque son territoire est défendu dès le départ. C'est ça qui est complètement fou, c'est que là il n'y a plus une question de défendre, il n'y a plus une question même d'arrêter, il y a une question de vouloir en fait apprendre et punir. Mais la punition justement c'est la question de vigilante, c'est quel châtiment offrir en fait aux gens qui ont commis un crime. Et là le fait est qu'il veut leur apprendre, voilà, et du coup il les pend dans sa, c'est dégueulasse. Mais voilà, le film est assez fascinant.
malheureusement du coup c'est un grand frère disponible uniquement dans une qualité complètement dégueulasse. On va voilà, je conseille pas d'aller voir le film tout de suite parce que on faudra attendre qu'il y ait une vraie sortie Blu-ray ou quelque chose pour le voir, mais en tout cas qui n'arrivera jamais a priori. Sunday in the Country, aussi titré Blood for Blood ou Vengeance is Mine, de John Trent avec Ernest Borgnine. On va écouter très rapidement un extrait de L'Homme au Colt d'Or, le film d'Edward Mittrick dont on va parler tout de suite, qui donc sort de notre coffret DVD Sidonis. Je me rappelle la première fois que j'ai tué un homme. C'était clair et je devais le faire. Bien qu'ensuite je sois rentré chez moi, vomir boyau. Pour être clair, c'était clair, ça oui. Mais après, jamais plus rien n'a été clair, excepté une chose. Il faut s'en tenir strictement aux règles, car seules les règles ont de l'importance. Il faut s'y cramponner comme à une branche de salut. Ensuite, on sache qu'on a joué le jeu aussi loyalement que possible. Mais il y a des choses à surveiller. En vous-même. N'allez pas trop vite. Quand vous savez qu'on vous cherche pour vous descendre et que ça vous inquiète, vous pensez, si je ne tire pas le premier, si je ne tue pas le premier, vous voyez ce que je veux dire? Je vois. C'est donc un extrait de L'Homme au Colt d'Or d'Edward Mittrick et puis de la musique de Lalo Schifrin en dessous. L'Homme au Colt d'Or, un film de 59. Mittrick, rapidement quand même, c'est un bonhomme qui est passé par la case chasse aux sorcières, les 10 d'Hollywood, qui a fait 1 an de prison et qui finalement a dénoncé ses copains, et qui a fait ce film après, qui a aussi fait Le Bal des Maudits, avec notamment justement dans Le Bal des Maudits Brando qui jouait un officier nazi. Des films assez complexes en général, c'est un truc qui est pour ça que Mittrick, c'est pas un grand metteur en scène, il a la main souvent un peu lourde, mais il a quand même la qualité de choisir des sujets et des traitements qui sont quand même assez complexes. Moi, c'est un film, L'Homme au Colt d'Or, pour lequel j'ai une passion particulière parce que ça fait partie des 2 premiers westerns que j'ai vus dans ma prime jeunesse quand j'avais 5 ans avec Pale Rider, et je me rends compte évidemment que c'était 2 films justement de vigilante, là, le sujet est très clair. C'est l'histoire d'une ville qui est harcelée par des méchants cow-boys. Les shérifs se succèdent, s'en vont ou se font tuer. Du coup, ils vont faire appel à une grosse gâchette de l'Ouest, une légende, Henry Fonda, qui est un mercenaire, un vigilante. Il est présenté comme ça, qui du coup prend le pouvoir sur la ville pour chasser enfin les méchants, et qui va se retrouver confronté à un nouveau shérif un nouveau député, un adjoint au shérif qui va venir s'installer et qui lui veut vraiment respecter la loi et décide qu'on ne peut pas laisser l'ordre et la justice dans les mains d'un type qui décide quel est cet ordre et quelle est cette justice, en sachant qu'Henry Fonda va être juré. Voilà, c'est ça, parce qu'Henry Fonda, c'est ça dans le film. Juge, juré, bourreau. C'est ça. C'est le vigilante, c'est exactement la définition du vigilante, juge, juré et bourreau. Et victime aussi un peu des fois d'ailleurs. Voilà, alors le film, moi je le trouve passionnant pour plein de choses. La relation entre Henry Fonda et son copain Anthony Quinn est très très important. Anthony Quinn, c'est son pote qui lui gère un tripot, et ils sont en bisbille tous les deux. Et il y a alors évidemment une petite relation homosexuelle qui est pas dite, mais c'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Et le personnage d'Anthony Quinn, qui est handicapé, a vraiment besoin d'Henry Fonda pour lui se sentir bien, et il fait tout, il va aller jusqu'à se sacrifier même pour que son copain reste un héros, le héros à ses yeux, le héros des gens. Ce personnage est extraordinaire, c'est de très loin je pense le meilleur rôle d'Anthony Quinn. Celui d'Henry Fonda, moi je le trouve fascinant, et j'arrête pas de me dire que finalement Henry Fonda, tu pourrais prendre au moins la moitié de ses rôles et tu pourrais le voir finalement comme un seul personnage. Ça pourrait vraiment être finalement le personnage de Mon nom et personne par exemple, ou même celui de Il était une fois dans l'Ouest, mais à différents moments. Ça ferait un personnage. Il aurait beaucoup changé quand même. Mais non, mais il fait des erreurs. C'est un personnage qui fait des erreurs, mais qui change et qui terminerait, oui, sans doute avec Mon nom et personne. Et il y aurait aussi
le film de Wellman, qui est un film de vigilante aussi, l'étrange incident, qui rentrerait dedans, où là pour le coup justement une milice se met en chasse d'un tueur, et finalement il se gourde de bonhomme, et lui, c'est Henry Fonda, c'est le seul à s'élever contre eux. Il a beaucoup joué là-dedans, Henry Fonda, c'est un truc qui l'intéressait, parce que pareil, quand tu vois 12 hommes en colère, ça reste quand même l'histoire d'un bonhomme qui s'élève contre une horde de gens qui veulent aller finalement lyncher quelqu'un. C'est pourquoi presque. Léon, il racontait souvent ça, c'est ce pourquoi il a vraiment voulu avoir Henry Fonda pour Les Titres d'une fois dans l'Ouest, qu'il se disait, voilà, il y a un gamin qui va mourir tué par quelqu'un, je vais après montrer que c'est Henry qui Fonda. était cette personne-là, c'était Henry Fonda, le regard bleu, et là les gens se diraient, bah voilà, maintenant tout est possible. Ouais. Ah non, mais c'est une évidence. Et en tout cas, ça vraiment, c'est bourré de personnages fascinants. Alors évidemment, le film, moi, quand je le revois aujourd'hui, je me rends bien compte de défauts, de lourdeur, voire de maladresse ou de simplisme, ou de trop d'explications, tout ça. Moi, je reste, voilà, pour moi, ça, c'est le film de quand j'étais minot, et je tiens à rendre hommage, un hommage très très fort à Eddie Mitchell, et à la dernière séance, qui m'ont permis de découvrir tous ces films d'ailleurs. Et à ta mère aussi. Et à ma mère aussi, merci maman de m'avoir fait regarder L'Homme au colt d'or quand j'étais petit. Je me dis que c'était un petit peu compliqué peut-être pour un enfant de 5 ans, mais c'est une très bonne chose, et je suis ravi d'avoir vu ça avec Conan le Barbare quand j'avais 5 ans. Ouais. Et Pale Rider aussi d'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller voir aussi Pale Rider de Clint Eastwood, qui parle aussi de vigilantisme. Voilà. Moi, ce que juste pour clore un petit peu le versant américain du vigilanté, je voulais un peu dire que c'est vrai que c'est un genre maintenant, on n'a pas trop, il y a pas trop d'exemples de ce truc-là. C'est quelque chose qui avait vraiment connu sa période de gloire, surtout en cinéma d'exploitation ou B dans les années 80. Maintenant, ça s'est un petit peu atténué. Si ce n'est qu'en fait, il s'est complètement dilué dans le film d'action, en fait, carrément des années 90 ou même fin des années 80. Dans les années 80, avec quand on voit les armes fatales et compagnie, finalement, c'est assez amusant de voir à quel point ces films finalement veulent s'inscrire dans le truc des années 70 et corrigés par le vigilanté, c'est-à-dire que t'as l'impression que les flics sont devenus des cow-boys en fait. Et là on est en plein dans le cinéma reaganien, on a l'impression que les bonhommes, enfin tous les armes fatales, c'est très frappant à quel point ils finissent tous comme des westerns. Finalement leur hiérarchie n'existe plus, ils peuvent avoir des problèmes avec leur hiérarchie, mais finalement c'est très l'influence vient surtout de l'inspecteur Harry, je pense. Ouais, mais en fait c'est que il y a ce truc, ça vient de l'inspecteur Harry vraiment, mais il y a un côté vraiment dilué dans le sens où l'inspecteur Harry vraiment problématise cette situation-là. Alors que maintenant, depuis que le vigilanté est passé par là, c'est intégré que maintenant on peut être un cow-boy dans le monde contemporain. Il y a pas de problème, c'est plus un problème, et c'est ce qui fait justement le problème des films, que ça soit le flic du Beverly Hills, l'arme fatale, plein de films de flics comme ça des années 80 et 90. C'est que c'est ce qui fait le cinéma des années Reagan, un cinéma où d'un coup il y a la loi finalement importe peu, si ce n'est la justice, où la loi, la punition, le verdict et la vengeance sont finalement la même chose, et où d'un coup la loi est celle des individus plus qu'une loi de l'État. Enfin si jamais ça se passait dans le vrai monde, l'arme fatale ou la flic Beverly Hills, les films dureraient 48 heures, c'est-à-dire 4 saisons de The Wire, qui pour le coup est l'exact inverse de ça. Oui. On va se quitter avant notre prochaine émission en direct sur le vigilanté français, qu'on va enregistrer tout de suite, avec un extrait des Chiens de paille de Sam Peckinpah, qui est pour moi un film très très important, et c'est la toute fin du film, hein, c'est la dernière réplique du film qui pour moi est merveilleuse, est extraordinaire. Si jamais quelqu'un ne la comprend pas et veut des explications, qu'il nous envoie un mail, lecinémaestmort@yahoo.fr. On se retrouve très très vite pour cette deuxième partie. Merci Antonin, merci à vous de nous avoir écoutés, à très bientôt. Des bisous. Ciao. I don't know my way home. It's okay.